Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo. La semaine dernière, Ben avait conclu l'épisode en disant qu'il faudrait qu'on fasse des épisodes un peu plus optimistes. Et vous l'aurez compris à la lecture du titre du jour, ce n'est pas encore pour aujourd'hui puisque on va parler d'une équipe avec des résultats en deçà de ce qu'on pouvait attendre, si ce n'est en début de saison, au moins par rapport à son statut, à son franchise player, notamment un certain LeBron James. On va donc parler des Lakers, mais avant de rentrer dans les détails, on va présenter nos deux camarades du jour. On va commencer donc par celui qui passe son temps sur Twitter en ce moment à défendre le dernier rempart face à sa détresse en NBA, celui qui porte l'espoir de tout le Michigan. C'est évidemment Cade Cunningham et on parle d'Ilias. Ça va Ilias ? Ça va plutôt pas mal Adrien. Et donc le troisième larron du jour pour à nouveau parler d'équipe en difficulté. Qui d'autre que le maître canonnier de Dunk Hebdo, Madiane. Comment ça va Madiane ? Eh ben ça va très bien. Le maître canonnier ne tirera pas sur les joueurs ou le coach a priori. Ah, c'est une des questions qu'on va se poser. Je vais pas m'étaler non plus tout de suite dans l'introduction, mais on va parler de ce cas Lakers, de cette actualité, avec certains boucs émissaires justement qui sont pointés du doigt. Est-ce que ce sont les bons ? D'ailleurs, on va pouvoir en parler. Avant ça, je remercie évidemment nos auditeurs d'être toujours aussi fidèles, nombreux à nous suivre, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. Ceux qui nous rejoignent également sur YouTube, on est à 904 là, lors de l'enregistrement sur l'objectif des 1000 qui a été fixé par Ben avant l'All-Star Game. Donc, on compte sur vous. Et je vous invite évidemment toujours à nous rejoindre sur Twitter. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on vous offre en ce moment un League Pass, un concours qui est en cours jusqu'au 25 janvier. Donc normalement, si tout va bien, il vous reste quelques heures à la sortie de cet épisode pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Ça y est, le protocole a été respecté. Place donc à la pause traditionnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dunk Hebdo et ce cas Lakers. Les Los Angeles Lakers, donc, 7e de la conférence Ouest à l'heure où l'on parle. Et la première question, messieurs, c'est évidemment celle du terrain. Je vais donc vous laisser la parole pour commencer. La première personne au centre du terrain des Lakers, c'est évidemment LeBron James, le franchise player, qui a 37 ans, mine de rien, aujourd'hui, même si parfois on l'oublie un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense donc de la production pour commencer ? On va rester tranquille au début. On va parler de LeBron James. Qu'est-ce qu'on pense de ce que produit celui qui est dans la course pour le GOAT actuellement sur le terrain ? Madiane, je te donne la parole pour commencer. Alors justement, en fait, j'ai un peu observé la période sans LeBron James des Lakers pour préparer cet épisode. Honnêtement, il faut qu'ils croisent tout ce qu'il faut pour que LeBron continue comme ça, parce qu'en fait, finalement, LeBron est le porteur offensif, c'est-à-dire que leur rendement offensif sans LeBron est du coup de 101 points pour 100 possessions à peu près. Donc c'est très dur d'enlever les stats, d'enlever LeBron des stats, mais du coup j'ai pris l'échantillon de blessures. Et quand il est sur le terrain, l'attaque est bien meilleure que ça. Là ils ont une 23e attaque à 107.1, mais quand on retire des stats, par exemple l'échantillon où il n'était pas là, c'est beaucoup mieux. Donc LeBron est vraiment leur métronome offensif et justement leur permet d'avoir un niveau plancher offensif ok, pas non plus exceptionnel, l'attaque sera jamais exceptionnelle, mais ok, et moi je suis très satisfait, disons, pour quelqu'un qui rentre quand même dans sa je ne sais plus combienième saison et à 37 ans, enfin c'est extrêmement impressionnant et je trouve que LeBron James n'est pas pointé du doigt spécialement pour les résultats collectifs de l'équipe. Ouais, pour te relancer, Ilias, c'est vrai qu'en plus là on voit LeBron dernièrement au poste de pivot. Donc ça y est, il aura fait tous les postes du basketball en tant que titulaire en NBA, c'est quand même à noter. LeBron en 5, alors avec des absences, on va y revenir évidemment. Mais LeBron qui est plutôt efficace à ce poste de pivot, non ? Ouais, alors on précise que c'est évidemment sur l'aspect défensif de la question, parce que comme l'a souligné Madiane, aujourd'hui son omniprésence, on va dire en attaque, elle est limite devenue vitale pour les Lakers. Mais voilà, aujourd'hui, s'il doit combler aussi certaines déficiences en défense à ce poste, c'est justement parce qu'il y a eu au-delà des blessures aussi des petites erreurs de recrutement et que on va dire en l'espace de 3 ans, les Lakers, ils ont quand même réussi le mauvais miracle de passer d'une équipe qui prétendait au titre et qui était même championne à une équipe qui est passée par le play-in l'année dernière et qui peut-être joue sa survie en play-off cette année. Mais après, effectivement, enfin moi j'aime évidemment le fait qu'il soit présent sur le terrain parce que il y a quand même un certain niveau de contrôle et de maîtrise sur le jeu des Lakers et il y a encore, malgré que les Lakers soient dans cette espèce d'urgence,
l'impression qu'il fait ça de manière assez décontenancé, assez facile en fait. On a l'impression, malgré l'urgence, qu'il force toujours pas. Et aujourd'hui, il est dans une des plus belles, on va dire, productivité et saisons statistiques de sa carrière. Le tout à un âge qu'on qu'on saurait mentionner parce que voilà, c'est moi honnêtement ça me dépasse entre sa longévité à lui et celle de Chris Paul dont on a parlé entre nous cette semaine en off. Enfin voilà, moi je suis toujours autant bluffé et maintenant tout ce qu'on peut souhaiter aux Lakers c'est que lui ne rate pas plus de matchs. Ouais, mais justement, je voulais attaquer par là parce qu'effectivement, on l'a assez répété à cet âge-là, c'est assez surréaliste. Mais les 37 ans, on commence à les sentir chez LeBron. Je regardais un peu ses stats par rapport à ses stats en carrière. Et il est quand même au plus bas de sa carrière en termes de finition au cercle, en termes de short mid, donc les tirs pris à moins de 4 pieds, donc à 1 mètre du cercle grosso modo. Son efficacité aussi est assez bas. Par contre, depuis qu'il est en 5, il shoot mieux de loin, effectivement. Et depuis qu'il est en 5, ça va mieux. Les Lakers sont vachement plus efficaces en attaque. Ils ont même, du coup, c'est 1.06 points par possession. Et si on prend juste cet échantillon, donc le LeBron en 5, c'est au top de la NBA. Donc c'est vraiment énorme. Et il prend beaucoup plus de points, notamment sur des cuts. Voilà, il développe d'autres aspects de son jeu à 37 ans. Donc c'est à souligner. Mais effectivement, ça va aussi avec le fait qu'il a 37 ans et qu'il a dû s'adapter. Alors oui, c'est LeBron James, comme tu as dit, comme Chris Paul, c'est des joueurs qui sont capables de manière exceptionnelle de s'adapter. Mais quand tu commences à dépendre à ce point-là de la grandeur de ton joueur principal, c'est compliqué. Et la cause de ce LeBron en 5, on y arrive donc, c'est effectivement ce trou à ce poste en ce moment. Et le trou, il est notamment dû à l'absence du deuxième joueur majeur des Lakers, de cet effectif des Lakers, en tout cas sur le papier, qui s'appelle Anthony Davis, qui a raté 27 matchs pour le moment, qui en plus a un peu du mal dans le jeu. Madiane, je t'ai déjà entendu parler de ça, Anthony Davis, il va falloir surveiller ce cas de près quand même. Alors justement, c'est extrêmement intéressant parce que là où l'absence de LeBron a créé un énorme trou offensif dans le rendement de l'équipe, le départ d'Anthony Davis, en fait, comme ça se conjoint avec LeBron, en fait, le rendement offensif de l'équipe a augmenté depuis son départ, mais c'est logique parce que Anthony Davis souffre de l'échantillon sans LeBron. Quand on écarte ce problème statistique, je me suis beaucoup amusé avec Excel cet après-midi, comme vous l'entendez. En fait, c'est surtout défensivement que ça se voit. En fait, l'écart, le problème Anthony Davis, c'est que ça augmente pas le niveau offensif de l'équipe, certes, mais par contre, le niveau défensif, lui, a pris un gros éclat depuis qu'il n'est plus là, et un éclat plutôt violent. C'est-à-dire que c'était juste avant la 9e défense avant sa blessure. Et depuis, du coup, ils sont actuellement la 24e défense. C'est un gap assez énorme depuis qu'il n'est plus là. Et vraiment là-dessus, là où on peut regretter forcément l'absence d'Anthony Davis, ça va être justement pour aller combler les trous défensifs du collectif des Lakers, parce qu'on va voir aussi que le reste de l'effectif, il n'y a pas forcément de joueurs polyvalents qui puissent à la fois attaquer et défendre. On a des joueurs assez unidimensionnels à ce niveau-là. Et donc, Anthony Davis, c'est primordial pour que ça tienne. Offensivement, il était dans le trou, notamment sur son tir de loin. C'était catastrophique avant sa blessure. J'espère que du coup, à son retour, ce sera un peu mieux parce que là, il était en dessous des 20%. Il était à, j'ai plus la note, 17,9% de loin. Donc c'est quand même très faible. Donc voilà, moi j'attends surtout son retour pour voir est-ce que l'assise défensive des Lakers sera bien meilleure au retour d'Anthony Davis. Ah, c'est ce que tu avais déjà mentionné Ilias sur le cas LeBron en 5, la question de la défense. Il y a la défense, il y a le rebond aussi, où ils sont très très mauvais au rebond défensif actuellement. Ils sont 26e je crois au defensive rebounding rate. Donc vraiment ils ont un vrai trou à ce niveau-là. Compliqué cette absence d'Anthony Davis, Ilias. Effectivement, mais il y a finalement quelque chose qu'on avait peut-être plus ou moins fantasmé dans la pensée collective, c'était justement le fait d'avoir AD au poste 5.
mais ça découlait aussi un petit peu du recrutement de Westbrook et de sa prise de poids aussi à AD qui allait dans ce sens. Mais finalement, quand on fait un historique, les Lakers, ils ont jamais été aussi forts qu'avec AD en 4 en fait, et LeBron au poste 1. Mais entre-temps, l'ajout de Westbrook s'est fait. Et après, je parle pas que de la version des Lakers dans la bulle, hein, parce que bien avant la bulle et avant l'arrêt de la saison en 2020, les Lakers c'était un top 3 de la ligue, voire même à certains moments un top 1 de la ligue défensivement parlant, et qui montait en pression. Et du coup, du recrutement de Westbrook, découle tout un tas de facteurs, comme le fait de jouer plus vite. Aujourd'hui, les Lakers, ils ont une des paces les plus importantes avec un des effectifs les plus vieux, ce qui est assez paradoxal, mais presque inévitable. Et le premier truc en fait qui saute aux yeux quand LeBron et Westbrook sont sur le terrain ensemble et que ça ne court pas, c'est la difficulté à proposer quelque chose d'élaboré sur demi-terrain, vu les difficultés de Westbrook notamment à jouer sans la balle. Donc ça pousse LeBron, comme tu le disais aussi Adrien, à s'adapter. Il le fait plutôt bien, donc on le voit prendre des cuts, aller au rebond offensif, voire à s'isoler dans des corners, soit pour un catch and shoot ou un backdoor ligne de fond. Ça c'est d'ailleurs des séquences qu'on a pu voir lors du match d'hier soir face à Orlando. Mais maintenant, quelle va être maintenant on va dire la progression des Lakers à ce niveau-là quand AD va revenir, parce que finalement est-ce qu'il y a d'autres solutions à côté pour que AD puisse se redécaler en 4 définitivement? Ça c'est une des autres questions. Donc effectivement, ce fameux supporting cast, le reste de l'effectif des Lakers, avant de parler des moves qui ont été faits pour faire venir tout le monde, bon, état de fait, ça manque, comme tu disais Madiane, de joueurs toués. On a des joueurs qui sont soit qui augmentent ton niveau offensif, soit défensif, mais rarement les deux. Effectivement, en termes de comment dire, ils sont pas assez complémentaires, de complémentarité, c'est le mot que je cherchais, avec Westbrook et LeBron. Ça manque de shooters. Ils vont très très peu aussi au cercle, mine de rien. C'est la 28e équipe au lancer provoqué, donc c'est très très peu. C'est très très peu. Non, 28e au pourcentage au lancer, c'est encore pire. Ils sont 19e au free throw rate, donc un peu mieux, mais voilà, c'est une mauvaise équipe au lancer franc, donc ils vont pas finir près du cercle. Ils sont pas très bons en tant que shooter. Bon, ce supporting cast, c'est ton meilleur joueur, ça doit être, je vais citer Charles Barkley cette semaine, quand ton meilleur role player, c'est ton tandem contract qui s'appelle Stan Johnson, il y a quand même un vrai problème de supporting cast. Oui, vrai problème de supporting cast. Et moi là-dessus, ce qui me choque, alors je sais, tu l'adores, mais le Carmelo Anthony, en termes de minutes jouées, il est dans le top 3 de l'équipe. Oui, mais parce que c'est le seul qui shoot correctement. Et après, il y a Malik Monk, qui est aussi un gars capable de créer son shoot. On en est là. Je respecte ces joueurs. Et d'ailleurs, c'est leur meilleur shooter. Hein. Ouais. C'est les meilleurs shooters de l'équipe. Mais leur arrivée et leur apport se traduit forcément par des désavantages certains par moment. Les Lakers, c'est l'une des pires équipes de la NBA sur contre-attaque adverse. C'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'ils essayent de forcer le demi-terrain. Parce que si ça court, ils ne peuvent pas suivre. Et c'est pas ces joueurs-là qui vont le faire. Et je ne leur en veux pas parce que c'est pas ce qu'il faut leur demander. Mais il y a quand même des questions à se poser quand on en est là, actuellement dans cette équipe, où des joueurs qui jouent le plus, Melo était en dehors de la ligue pendant un moment, avant son arrivée à Portland. Ouais, il revient de très loin. Tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant. Ça va avec ce que tu disais, Ilias, avec LeBron sans ballon qui essaye de faire des cuts, de s'adapter. C'est-à-dire que pour que LeBron puisse faire des cuts, proposer des choses, il faut que le joueur qui est la balle soit capable de faire la différence avec son défenseur, de provoquer une aide, etc. pour sortir. Qui est capable de créer son shoot dans cette équipe? Alors bon, il y a le cas Westbrook, on va y venir. Et sinon, à part Malik Monk et Carmelo Anthony, et LeBron, c'est faible, hein. Après, c'est on va dire le lot à payer quand tu as 3 joueurs au max et que finalement tu dois composer qu'avec des contrats minimum ou vétérans autour de toi, hein. Parce que finalement il suffit de regarder un petit peu sur l'échantillon des 3 saisons des Lakers, donc avec le duo LeBron et AD, on est quand même passé d'une équipe qui jouait le titre et qui était composée de joueurs et de role players qui avaient des missions assez définies et précises et qui au moins pouvaient
t'apporter une certaine qualité dans un secteur du jeu ou dans un autre. Certains même pouvaient remplir plusieurs choses. Je pense à KCP par exemple qui pouvait cocher 2 cases à minima, c'est-à-dire celle de la défense sur le périmètre et aussi celle d'être un shooter fiable à 3 points. Donc finalement tu perds McGee, tu perds KCP, tu perds Caruso. À un degré moindre, on va dire, tu perds aussi Markieff Morris et Danny Green. Et t'as rapatrié des vétérans. Ouais, voilà. Et t'as rapatrié des vétérans comme Dwight Howard et Avery Bradley, mais qui ont 2 ans de plus. Donc à cet âge-là, même si ça reste des joueurs intéressants, c'est pas non plus des joueurs qui vont être déterminants et qui vont te permettre de rebasculer dans une autre sphère. Et dans l'absence d'AD, maintenant t'as plus personne pour protéger le cercle en dehors, on va dire des 20 minutes pas ouf que peut te donner Dwight. Donc voilà, on a vu LeBron à ce poste-là, on a vu Stan Johnson démarrer évidemment des matchs à ce poste-là. Et je dirais que c'est encore pire et ça vient rejoindre un peu ce que disait Madiane en ce qui concerne le problème de transition et également la défense sur le périmètre. Tous les ajouts, que ce soit Ellington, Monk, Westbrook, tout cela, c'est pas des joueurs de ce profil-là qui vont te permettre de ralentir les attaques adverses. Justement, parlons de cette transition d'effectifs entre l'année dernière et cette année. Tu as parlé de KCP, de Caruso, j'ai évoqué Kuzma. Ces 3 joueurs-là, ils sont partis en échange d'un joueur qui s'appelle Russell Westbrook. Alors, Westbrook qui concentre un peu les critiques cette semaine, mais d'abord, faisons un état de fait. Donc Westbrook qui est venu, en tout cas les Lakers le font venir. Normalement, c'est un joueur que tu prends pour élever ton niveau plancher. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que Westbrook, ces dernières années, c'est un gars qui t'assure un niveau pour ton équipe, même avec un talent limité autour, assez honnête, qui te permet de les emmener, de faire des bonnes saisons. On l'a vu aux Wizards, on l'a vu aux Rockets, etc., etc. Bon, constat de Westbrook ces derniers jours, benched dans la fin du match face aux aux Pacers, pardon. Effectivement, face aux Pacers, qui concentre pas mal de critiques actuelles. Est-ce que c'est vraiment Westbrook le problème, Madiane? En fait, le problème n'est pas Russell Westbrook. C'est plus compliqué que ça. Les contrats ne jouent pas sur un terrain, mais le problème, c'est la place dans ce que tu peux avoir en role player de qualité que te prend le contrat de Russell Westbrook. Ce qui est différent. C'est-à-dire que pour moi, actuellement, en analysant tout, ma conclusion sur Russell Westbrook, c'est Russell Westbrook est un titulaire moyen de NBA. C'est pas un joueur de banc, c'est pas un joueur, non, c'est un titulaire honnête de NBA. C'est tout ce qui est retranscrit de son analyse. Il est pas nul, il est pas bon, il est moyen. Il est ni positif ni négatif d'ailleurs dans les stats, les plus-minus, ce genre de choses. Mais son contrat n'est pas ça. Sauf que ce contrat te contraint sur la qualité du reste. C'est-à-dire que tu n'as plus un KCP qui, à mes yeux, je pense, t'apporte plus quand les 2 autres gros sont là. C'est-à-dire que si c'était un 3e joueur avec ce contrat-là qui, on va se dire, est un joueur, un vrai 3e superstar dans le rendement, je valide. Parce que, pourquoi pas? Parce qu'après, tu bricoles et puis voilà, t'as 3 monstres et puis... Mais ce n'est pas le cas. À la manière de Brooklyn. T'as 2 monstres et un joueur moyen. Ce n'est pas du tout la même équation. Et donc, du coup, tu as affaibli le reste en conséquence. Donc, ils sont en train de bricoler avec pas grand chose, hein. C'est compliqué. C'est des contrats minimums. Tu signes des vétérans. T'as le rendement du prix que tu payes. Donc, moi, sur le cas Westbrook, je veux pas cracher sur le joueur parce que, en plus, je ne le déteste pas. C'est juste, voilà, son rendement est celui d'un joueur moyen. Son contrat n'est pas celui d'un joueur moyen. C'est un problème. Mais ce n'est pas contre le joueur. Un problème qui concentre quelques critiques, justement, Elias, avant de te relancer la parole. Le bench face aux Pacers a notamment été derrière justifié par, soi-disant, sa mauvaise défense sur Levert. Levert qui a continué à scorer, qui a d'ailleurs encore mis 22 points dans le dernier quart sans que Westbrook soit sur le terrain. Donc, même si, effectivement, c'est connu, moi, je suis pas le plus grand fan de Westbrook non plus, mais effectivement, je trouve que c'est le pointer du doigt là sur le terrain à ce moment-là, c'est peut-être un peu fort. D'ailleurs, il y a eu d'autres erreurs défensives sur ce dernier carton. Je vous invite à aller voir ça, de Austin Reeves qui joue d'ailleurs pas mal et THT notamment. Ilias, est-ce que du coup Westbrook, le problème il est plus terrain ou il est plus contrat, comme disait Madiane, qui est en contrat et donc aussi complémentarité avec l'effectif?
Il est profil et il est surtout stratégique parce qu'on l'avait déjà évoqué. On avait parlé en fait de la pertinence de l'ajout de Westbrook en début de saison. Et même si ça nous avait plus ou moins divisé, on pouvait comprendre le risque qui avait été pris, mais on était à peu près certain que LeBron et AD ils allaient louper des matchs et qu'un joueur comme Russ, comme tu le disais, ça pouvait prendre le relais et qui voilà avec son omniprésence dans le jeu et il pouvait voilà peut-être te permettre de bricoler et tu avais surtout l'assurance au moins d'une chose, c'est qu'il allait pouvoir combler une absence importante et au final c'est plutôt vrai parce que le résultat c'est que sur les 46 matchs des Lakers, c'est le seul joueur de l'effectif à avoir joué les 46. Mais finalement, le problème, il est plus stratégique parce que si ton recrutement estival principal, il a pour objectif de permettre à tes deux stars d'être load managés, bah c'est assez, on va dire facile de prévoir que tu auras des problèmes liés au terrain. Tu gagnes peut-être en qualité de joueur, overall, global, mais bazarder ce qui faisait finalement la profondeur de ton effectif pour un joueur qui n'est peut-être plus top 30 NBA, bah ça te conduit forcément à la réalité actuelle. Donc il y a énormément de choses à revoir à ce niveau-là. Donc le problème il est plus stratégique et le problème c'est que tu n'as fait que repousser une échéance et les Lakers, t'as l'impression surtout qu'ils ont cédé en fait à une panique qui n'avait pas lieu d'être parce que les Lakers de l'année dernière n'étaient pas ouf, mais ils avaient plusieurs cas de circonstances atténuantes. Et je préfère la version des Lakers de l'année dernière, c'est-à-dire avec Montrezl Harrell et Dennis Schroeder, c'est dire, hein, et c'est pas du tout des joueurs ouf. Hein. Mais cette version des Lakers te permettait de garder de la profondeur, te permettait de garder KCP et peut-être de prolonger Caruso. Donc l'un dans l'autre, je préfère évidemment cette version et enfin c'est peut-être facile de dire ça après coup, mais on parle quand même d'une équipe des Lakers qui l'année dernière, malgré tous les pépins physiques, malgré l'après-bulle, malgré les blessures, le protocole Covid, c'est une équipe qui était en passe de mener 3-1 avant l'énième blessure d'Anthony Davis face aux Suns au premier tour. Donc voilà. Ouais, je pense que tu pointes du doigt avec ce terme de panique le centre du problème. C'est vrai qu'à posteriori, quand on voit la saison que fait Kyle Kuzma, qui a l'air de continuer de progresser, la production de Caruso à Chicago, d'ailleurs, je salue Grayson Allen non cordialement. C'est vrai que forcément ça souffre. T'es soft, hein. Oui, je suis soft, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est pour ça que je le laisse de côté. Mais je voulais le placer quand même. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, a posteriori, ce trade ressemble à de la panique et donc c'est facile de le juger comme ça. Mais c'est vrai aussi que du coup, comme tu l'as dit, en fait, ils ont décidé d'augmenter leur plancher en cas de blessure d'Anthony Davis, d'absence de LeBron James, etc., au détriment de leur plafond finalement, de leur niveau plafond, de la profondeur de l'effectif, des différentes options. Et donc on en arrive peut-être à ce qui sont les principaux responsables de la situation actuelle des Lakers, qui sont pas forcément Russell Westbrook, qui ne sont pas forcément non plus assis sur le banc, et qui sont peut-être ceux qui ont fait les moves de cet été, parce qu'effectivement, t'as déséquilibré ton effectif. On sait en plus maintenant que Caruso voulait rester, ils ont juste pas voulu payer la taxe. T'as ajouté des vétérans au minimum, en veux-tu en voilà, tu le mentionnais Elias, les Dwight Howard, les Carmelo, donc les Malik Monk, les Rajon Rondo qui étaient tradés depuis, Avery Bradley, DeAndre Jordan qui ne joue même plus, Nunn qui est blessé, Kendrick Nunn qui est blessé. Bon, reste dans tout ce lot, il y a à peu près Monk, Carmelo et Dwight qui jouent et qui sont à peu près productifs. Donc effectivement, les moves de cet été, c'est pas une grande réussite. Alors, je vous ai remis dans la conversation ce que je déclarais à propos de l'arrivée de Westbrook et ce que Ben déclarait à une petite conversation. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire en antenne, mais je disais que la connerie se voyait depuis l'ISS et que Thomas Pesquet pouvait la constater depuis là-haut. Moi, je suis scandalisé en fait, parce que, finalement. Là, on est à un Kendrick Nunn qui ne joue pas de la saison pour un tout faux. Parce que là, si Kendrick Nunn ne joue pas de la saison, et encore, s'il joue, l'apport pourrait être suspect, clairement, on n'est pas loin d'un accident industriel. Et il est déjà dans des rumeurs de trade, Madiane. Non mais vous vous rendez compte, on est vraiment, à mes yeux, dans l'accident industriel. Et le problème, je suis encore désolé, mais ça se voyait que c'était pas une bonne idée.
j'ai pas senti un seul membre de l'équipe du podcast dire, parce que du coup je suis allé dans cette époque, pour ça que j'ai remis les screenshots pour qu'on se remette dans l'ambiance de l'époque. Il y en a pas un seul qui était en mode ah non mais attendez, ça peut justifier. Il y en a pas un qui a dit que c'était une bonne idée. Donc moi je trouve ça en fait très très troublant qu'un front office puisse trouver ça pertinent au vu des 2 dernières saisons. Parce que moi j'ai analysé un peu plus en profondeur. Pour moi, Russell Westbrook, c'est pas suspect depuis que cette saison. Moi, je ne suis pas surpris par l'apport de Russell Westbrook. Il fait du Russell Westbrook. Le cas Russell Westbrook, pour moi, c'est depuis 3 saisons minimum. Et encore, on peut remonter à une 4e à peu près, mais bon, je bénéfice du doute, 3 saisons. Ça fait 3 saisons qu'on sait que c'est comme ça. Pourquoi tu l'ajoutes à ton effectif? Ça, on le savait. On n'est pas surpris par ce qu'il produit. Moi, ça me choque vraiment. Surtout que je trouve qu'il y a eu beaucoup de réécriture a posteriori des événements. C'est ce que tu disais, Elias. Anthony Davis ne se blesse pas. Moi, mes yeux, c'est pas sûr qu'ils sortent face aux Suns. Sachant qu'ils avaient perdu LeBron, que LeBron revenait à peine de blessure quand il rentre dans la série. Enfin, ils étaient pas dans les meilleures circonstances. Et bon, ils sortent parce que bon, les Suns, c'est une très bonne équipe. Et il y a pas de honte finalement à sortir face à cette équipe vu les circonstances. Pourquoi tu recasses tout pour faire ça? Enfin, moi je suis même pas énervé en fait. Je ne comprends pas en fait. Je considère que quand même c'est des professionnels du basket et qu'à un moment là c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Ce n'est pas comme si personne le savait. Tu demandes à n'importe quel spécialiste plutôt avancé de la NBA, tu demandes t'en penses quoi de Russell Westbrook à ce moment-là, qui va dire que c'était une bonne idée? Qui l'a dit? Moi, ça me rend triste en fait de voir de telles erreurs commises à ce niveau parce que là, s'ils s'en débarrassent pas, à mes yeux, ils sont coincés avec le contrat et tout ce que ça engendre au niveau du niveau de jeu des joueurs de complément qu'ils auront. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu circonspect de cette histoire, parce qu'effectivement, on avait envie de le voir venir. On a envie aussi de dire, on vous l'avait dit, mais en même temps, il y a des professionnels, il y a un front office du côté des Lakers. Est-ce qu'ils ont eu peur, cette sirène, voilà, ils ont été éliminés, ils ont peur, ils se sont dit, on est les Lakers, on a LeBron, il faut gagner, il faut qu'on fasse quelque chose, et finalement, syndrome New York Knicks, il nous faut une grosse star, il faut un blockbuster. Ouais, et finalement, on peut pas dire que autour de la ligue, ça ait autant bougé que ça pour pouvoir en fait chambouler une nouvelle fois tout ton effectif. Parce que finalement, les forces en présence, elles ont pas vraiment évolué. On peut même dire que il y a eu une espèce de balance, tu sais, entre les Warriors qui commencent à redevenir les Warriors qu'on connaissait. À côté de ça, dans un cas un peu similaire aux Warriors, t'as les Clippers qui commencent à perdre Kawhi, Paul George et qui eux aussi commencent un peu à être limite au niveau du play-in et des playoffs. Donc il n'y avait pas vraiment cette urgence. Donc est-ce que finalement c'est la situation, on va dire physique et médicale de Anthony Davis et LeBron qui a vraiment poussé le front office des Lakers avec, j'imagine, LeBron et AD derrière qui susurrent à l'oreille de Pelinka d'aller chercher tel ou tel joueur. Mais même au-delà du cas Westbrook, honnêtement, j'ai aimé aucun de tous les moves que les Lakers ont fait cet été, excepté peut-être le fait d'avoir Malik Monk à ce prix-là. Parce que au moins Malik Monk, tu sais que dans un bon jour, il peut t'en coller 20 en sortie de banc, et on a pu le voir sur certaines séquences d'ailleurs récentes, notamment lors de la série de 4 victoires qu'avaient enchaîné les Lakers. Le mec était plutôt pas mal et il a enchaîné une série quasiment à 23 ou 24 points par match. On va dire que dans le cas des Lakers, c'est plus que salvateur. Mais finalement, moi, quand on m'a parlé de bonne idée en parlant d'Ariza, mais Ariza, c'est plus le Ariza des Rockets. Lui, il est sans ces années, lui. Depuis son passage à Phoenix, Ah non, c'est moi je me souviens quand il avait été ajouté au roster des Kings, c'était encore une fois sous prétexte que le mec bourlinguait depuis plusieurs années dans la ligue et qu'il avait été champion à peu près 35 ans avant, forcément il allait apporter son expérience à la jeunesse, il allait pouvoir accompagner De'Aaron Fox et compagnie. Et finalement, on a vu que ça avait strictement rien donné. D'ailleurs, l'expérience à terme, c'est un peu comme le potentiel en fait. C'est le truc le plus galvaudé et le plus finalement intangible qui soit tant qu'il n'y a pas une production derrière. Donc finalement,
les choix ont été les mauvais, mais finalement c'est un peu le lot à payer quand t'as superposé 3 contrats comme celui de AD, LeBron et Westbrook. T'es un petit peu obligé, excusez-moi et passez-moi le terme, d'aller faire un peu les fonds de tiroir et les fonds de casserole de la ligue. Ouais, et en même temps, tu sais, les Lakers, c'est à LeBron James qui te donne le choix dans les fonds. Il y a pas mal de joueurs qui viennent pour pas très cher. Alors souvent des vétérans. Bon, tu l'as dit. Je pense que t'es un peu sévère à dire qu'il y a que Malik Monk. Je pense que Dwight Howard à ce prix-là, ça va aussi dans un effectif. Carmelo, c'est ok. Le problème, c'est le rôle beaucoup trop important qui leur incombe actuellement parce que le reste est totalement mauvais. S'ils doivent jouer 10-12 minutes, ça devrait aller. Mais c'est l'accumulation avec, comme tu as dit, Trevor Ariza. Rondo, tu l'as pris, c'était peut-être pas le pire, loin de là. Et finalement, tu l'as bazardé. Rondo, il faut le signer à partir du mois de janvier, sinon c'est une mauvaise idée. Il faut pas le signer à l'été. Faut le signer après. Ouais, mais tu signes Rondo. Faut jamais le signer pendant l'été. Faut toujours le récupérer en cours de saison. Le fait de le récupérer et finalement de t'en séparer, ça découle aussi du choix de Westbrook. Bien sûr. En fait, il est de trop. Oui, parce que Rondo, tu le prends pour avoir une main, enfin quelqu'un pour porter la balle justement sur tes minutes sans LeBron, etc. Et vu que t'es obligé de filer entre guillemets, t'es obligé, mais par rapport à son profil, t'es obligé de donner la balle à Westbrook. Eh ben t'as plus besoin de Rondo, tu l'envoies. Et Avery Bradley, DeAndre Jordan. Alors DeAndre Jordan, je sais même pas s'il est encore, mais encore le niveau Bradley, c'est actuellement. Il fait pas la bulle et du coup il participe pas à la campagne victorieuse. Derrière, il est pas avec eux. Enfin. Tu sais, t'as vraiment renettoyé tes fonds de poubelle de l'année du titre. Et il y a quelque chose aussi qui vient imaginer un peu cette détresse, qui vient l'imager, pardon, c'est le fait que il suffit d'observer même les réactions de la fanbase des Lakers, et c'est dire un petit peu le drame quand on sait la franchise que c'est et les joueurs normalement dont elle est censée disposer. Aujourd'hui, Austin Reeves est considéré comme un joueur important de la rotation des Lakers. Oui, parce il est très bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et ce depuis le début de saison. Mais par rapport à là où il est drafté, on va dire avoir Austin Reeves en fait aussi haut, classé dans la hiérarchie actuelle des Lakers parmi les meilleurs joueurs, c'est finalement symptomatique d'un vrai problème. Ah non, il a un tout, ouais, il est pas drafté, je vérifiais. Mais oui, effectivement, sa production par rapport à son contrat, pour le coup, là, on revient, c'est un peu l'inverse de Westbrook. Bon là, état des lieux, c'est fait, c'est compliqué. Parlons ensuite du coup de la marge de manœuvre, parce qu'on l'a évoqué rapidement avec Kendrick Nunn, qui est tradable, mais qui ne joue pas, qui est blessé. Donc déjà, la valeur est assez faible, sachant qu'en plus sa production est assez incertaine, comme tu as dit, Madiane, à son retour. L'autre joueur qu'on entend un peu dans les rumeurs qui pourrait être tradé, c'est THT, Talen Horton-Tucker. Ces deux-là, c'est 14 millions environ de contrat, et c'est ces deux-là qu'on entend dans des packages, notamment, tiens, Ilia, je vais te donner la parole, puisque dernièrement, on a entendu l'histoire de ces deux-là, un pic. À rappeler que les Lakers ne peuvent pas échanger de pic avant 2027, donc vraiment, on est sur un pic hypothétique dans un certain temps pour récupérer un Jeremy. Plutôt bon potentiellement. Pardon ? Après le désastre, donc plutôt bon en 2027. C'est une des questions, mais du coup, c'est un risque supplémentaire quand tu prends un pic de premier tour à ce moment-là, c'est qu'il est incertain. Bon, la marge de manœuvre, elle est limitée. Est-ce que pour Jeremy Grant, ça te tente, Elias ? Pas vraiment. Et je pense que, si ça tentait Weaver, il l'aurait peut-être déjà fait, mais comme j'ai pu vous l'expliquer en off, je pense pas que Détroit soit enclin à recevoir un mec comme THT, partant du principe que on vient de drafter coup sur coup 2 porteurs de balles, et que on peut pas dire que THT soit un champion du jeu off-ball. Donc ça matcherait pas forcément en termes de profil, même si j'aime le talent. Je trouve pas que Talen Horton-Tucker soit le dernier des joueurs. J'aime beaucoup le profil, mais je pense pas qu'il soit adapté aux besoins immédiats des Pistons. En revanche, et ça je le dis depuis longtemps, je pense qu'un Jeremy Grant pourrait quand même, je dirais pas changer la facette actuelle de ces Lakers, mais pourrait leur faire un plus grand bien. Parce que vraiment avoir une option pareille au poste 3-4, et là tu vas rajouter évidemment de l'énergie, de la défense, de la capacité également à scorer, parce que ce qui a permis aussi à Jeremy, en partant d'une équipe contenders comme les Nuggets, et d'aller aux Pistons, c'est justement de se révéler peut-être en tant que première option. Même si avoir Jeremy Grant en première option, c'est pas forcément gage de réussite, c'est que vraiment ta franchise va mal, et c'est le cas des Pistons actuels. Mais bon, c'est aussi le lot d'une reconstruction. Mais le profil de Jeremy collerait parfaitement avec les besoins des Lakers, mais
Je pense qu'il faudra proposer plus que ça, et malheureusement, plus que ça, tu l'as pas. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser, Madiane. C'est effectivement, on a bien vu les besoins qu'on pourrait avoir du côté des Lakers. Jeremy Grant pourrait répondre à certaines de ces questions. Mais ce package THT Nunn et un pick de draft en 2064, c'est pas énorme. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as plus aucun matériel tradable. C'est en fait, t'as bazardé ton matériel qui était tradable en récupérant Westbrook. Donc en fait, finalement, c'est qu'une pièce qui peut du coup te permettre de récupérer du matériel tradable, c'est Westbrook. Sauf que Westbrook, de ce qu'on comprend, il y a qu'une seule équipe qui est intéressée. On en parlera peut-être après. Donc à partir de là, on est un peu coincé du côté du front office des Lakers. On va pas leur faire des cadeaux. Enfin, si Détroit accepte ce type de trade, à mes yeux, c'est un cadeau qu'on leur fait. Ou c'est parce que t'as pas de meilleure offre. Ouais, mais alors, t'en auras. Ça, c'est justement la question, c'est qui sont les concurrents pour aller récupérer ces joueurs-là? Qui peut aller faire... Enfin, beaucoup d'équipes peuvent faire une meilleure offre, mais qui va vraiment le faire? Évidemment, si à l'approche de la trade deadline, c'est la seule offre sur le bureau, elle se considérera un peu plus parce que tu te dis bon, imaginons que le pic est pas protégé. C'est 2027 quand même. Il y a Shams, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a Shams qui disait qu'il y a au moins la moitié de la ligue qui est intéressée par le contrat et le profil de Jeremy. Ah il y a au moins les Bulls. Moi, je veux le dire, les insiders des Bulls disent que a priori, on pourrait réfléchir. Alors la question, c'est qui tu mets dedans, mais des profils. Je pense que des Pat Williams, Kobe White et ce type de joueurs plus jeunes et capables de justement jouer sans la balle, comme tu disais, Elias, correspondent un peu plus à ce que Détroit voudrait avoir. En tout cas, Détroit risque d'avoir quand même des offres un peu plus élevées. Et du coup, les Lakers devraient chercher ailleurs, mais effectivement avec ce package qui donc 14 millions de salaire, je crois qu'ils ont encore un petit peu derrière, donc tu peux aller absorber un contrat peut-être à 16-18 millions. C'est pas non plus quelque chose qui va te révolutionner, à part justement ce cas Westbrook. Donc parlons-en, est-ce qu'on peut vraiment, il y a cette rumeur des Rockets qui seraient prêts à faire un échange avec John Wall. Pas sûr que ça solutionne toute cette histoire. Pour moi, c'est tu échanges les deux meneurs contrat pourri rendement moyen. Deux meneurs qui ont déjà été changés à l'époque où l'un était à Houston et l'autre à Washington. Oui. Non mais c'est ça. Non mais en fait, pour avoir, j'ai regardé John Wall l'an dernier un peu jouer. J'ai pas trouvé son niveau de jeu scandaleux. Non, c'est vrai. Mais c'est comme Westbrook, c'est pas scandaleux, mais c'est moyen. Ça manque d'efficacité en fait. Tu regardes la ligne de stats, elle est flatteuse par rapport à ce que c'est. C'est un rendement moyen dans une équipe pourrie. Donc tu n'auras pas une plus-value dans ton effectif. Sachant qu'en plus, les Rockets disent bien, on veut bien refaire l'échange dans l'autre sens, mais on veut un pic. Non mais là les gars, alors là par contre, il y a faute de professionnalité et ils font ça. Moi je serais proprio des Lakers, je sors un lance-flamme et je débarque dans le bureau en mode vous faites quoi les gars? Parce que là par contre c'est scandaleux s'ils font ce trade avec Houston en donnant un pic en plus, alors là. Et puis en termes de profil, parce que tu parlais de talent, etc. Même en termes de profil, tu solutionnes rien, effectivement. C'est le même problème. C'est même peut-être pire. Parce que tu sais ce que t'as. L'autre, il a pas joué cette année. Tu sais pas ce que tu récupères. Bon, du coup, peu probable d'arriver à faire des bons moves. Avant de justement parler de ces éventuelles fautes professionnelles, je voulais citer un nom qu'on n'a pas encore cité quand même depuis le début de ce podcast. Il s'appelle Frank Vogel. Et il était un peu sur un chaise éjectable cette semaine, c'est un nom qu'on a beaucoup entendu. Est-ce que du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vraiment c'est lui qui porte une responsabilité énorme? Est-ce qu'il peut arriver à faire quelque chose de mieux? Probablement. Il y a quand même quelques rotations parfois où on se pose des questions, mais en même temps avec cet effectif-là, il n'a pas grand-chose à faire. Est-ce que Frank Vogel est en partie responsable? Est-ce que c'est pas plutôt le piston qui va sauter, quoi? Vogel, c'est déjà il faut revenir un petit peu. On parle souvent des profils des joueurs, mais il y a des coachs qui se démarquent également par leur profil. Et on peut dire que Vogel, il est un petit peu dans la catégorie des coachs défensifs comme peuvent l'être un Thibodeau. Et aujourd'hui, je pense que si des joueurs comme AD et LeBron avaient donné leur feu vert, Vogel aurait déjà sauté depuis longtemps. Mais il faut quand même ne pas oublier déjà ce qui a été fait jusque-là, et que si tu as un profil comme celui de Vogel et que année après année tu lui enlèves en fait tous les joueurs
qui en fait fitait avec son profil à lui, bah t'étonne pas que il ne puisse pas te donner un rendement notamment défensif avec des joueurs comme Melo, Monk et tous ceux qu'on a déjà cités. Enfin, c'est quelque chose d'assez mathématique. Donc, tu peux ramener honnêtement qui tu veux, même ceux qui se sont très bien démarqués ces dernières années. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui t'inverses en fait les sièges de Monty Williams et de Frank Vogel et que les Lakers vont soudainement se remettre à gagner des pelletés de match. Non, je pense que le mal est déjà fait et que maintenant tu dois malheureusement contraindre Vogel à faire avec ce qu'il a et malheureusement, ça passera que par là. Hein. Et comme tu dis, forcément, il tâtonne avec des joueurs dont il n'a pas choisi le profil, qui correspondent pas forcément à sa philosophie de jeu. Il essaye de voir qui peut à peu près fit dans sa manière de jouer. Et c'est aussi pour ça ce qui explique en partie, je pense, à des rotations où on voit qu'il essaye des choses, jusqu'à arriver quand même à ce LeBron en 5, qui est plutôt une bonne idée jusque-là. Madiane, sur le cas Vogel. En fait, c'est très difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Moi, je trouve que quand il a perdu LeBron, puis il a perdu Eddie. Du coup, il a eu 2 périodes. Enfin, il a une plus grosse période où il a plus son encre défensive, une période où il n'a pas eu son créateur offensif. À côté de ça, quand tu regardes qu'est-ce qu'il pourrait améliorer dans la défense, il essaye de ralentir la pace. Mais le problème, c'est que les Lakers, ils encaissent. C'est les pires équipes dans la peinture en défense. Ils encaissent trop de points dans la peinture parce qu'il n'y a pas Eddie. Même s'il est là, c'est pas sûr parce que moi je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont actuellement capables sur les postes extérieurs de passer le premier pas et donc venir c'est pas un rim protecteur élite non plus, Anthony Davis. Oui, c'est ça, c'est que ça va compenser, mais ça va pas non plus tout résoudre. Ils sont trop loin dans le nombre de points concédés sur contre-attaque, sur perte de balles. Enfin, il essaye de les faire jouer de la bonne façon pour compenser les faiblesses de l'équipe, mais il n'y a pas de miracle. C'est la structure de cette équipe, c'est 3 superstars et que des joueurs au minimum et une mid-level exception qui a pas vu le terrain. Et il y a Horton Tucker qu'ils ont re-signé. Vous vous rendez compte quand même de la structure de l'équipe ? Oui, non, mais on vient d'en parler pendant 40 minutes. Moi, je trouve, en fait, j'ai trouvé ça, et je pense que c'est pour ça qu'on fait cet épisode maintenant, parce que c'est toi qui avais poussé le sujet, Adrien. C'est que, tout comme toi, moi, je suis scandalisé qu'ils arrivent à mettre des coups de pression à Vogel maintenant, alors que c'est eux qui ont merdé. Alors, peut-être que on va m'expliquer que c'est Vogel qui a choisi tous les joueurs, qui était d'accord avec tout, etc. Peut-être. Si c'était le cas, il aurait déjà été viré. Ouais. Moi, si c'était le cas, je pense qu'effectivement, il aurait déjà été viré s'il était d'accord avec ce qui s'est passé. Mais, enfin, on le met dans une situation impossible. Et après, le coup de pression est pour moi déplacé. C'est vraiment déplacé. À mes yeux, c'est tu fais sauter le fusible. Mais pour moi, en fait, je pense que c'est plutôt bien si Vogel irait jusqu'à la fin de la saison, parce que si le fusible Vogel saute, à mon avis, les prochains, ils sont dans les bureaux. C'est ça aussi, c'est-à-dire que moi, je pense que il faut continuer avec lui. Je trouve que ce qu'il essaye de faire n'est pas déconnant. J'étais sceptique à son arrivée à Los Angeles. Difficile de trouver mieux aussi. Oui, et puis c'est pour faire quoi exactement ? Mais, enfin, en tout cas, à mes yeux, je trouve ça quand même très déplacé et le virer exposerait encore plus pour moi le problème du front office parce que tu changes de coach et ça va être pareil. On fait quoi ? Justement, vas-y, Ilias. Il y a juste en fait en ce qui concerne Vogel, il y a une bonne nouvelle et une autre plutôt mauvaise, en tout cas dans l'immédiat, c'est que des derniers rapports, le statut de AD aurait évolué et apparemment pour la rencontre face à Miami, il est considéré comme questionable. Donc il y a des chances qu'il puisse revenir dans l'effectif. En revanche, les Lakers, ils ont entamé tranquillement, on va dire, leur road trip à l'Est avec du menu fretin, avec le Magic. Mais là, ils vont être sur une série et on rappelle que leur bilan actuellement, il est à l'équilibre, donc il est à 23-23. Et que là, ils vont devoir successivement jouer Miami, Brooklyn, Philly, Charlotte et Atlanta.
À mon avis, à l'issue de cette série de 5 matchs, tu pourras peut-être refaire un bilan, te reposer des questions, mais disons que les Lakers, là, ils sont dans une situation périlleuse et finalement, on peut se projeter même bien plus loin que le simple limogeage en fait de Vogel. Qu'en est-il? Et peut-être que je grille les étapes dans ton fil conducteur, Adrien, mais qu'en sera-t-il si cette équipe ne fait pas les playoffs? C'est une des questions qu'on va se poser parce que justement, les deux choses que vous venez d'évoquer, moi, ça m'évoque un parallèle qui est celui des Chicago Bulls il y a peu, avec quand c'était donc Foreman et Paxson au front office, que le coach s'appelait Fred Hoiberg, qui était un joueur réputé donc en fac à jouer un jeu avec des shooters assez dynamiques, etc. Et qu'on lui a remis Dwayne Wade, Rajon Rondo et Jimmy Butler. C'était trop drôle. Alors, ça dépend du point de vue, j'ai envie de te dire. Mais j'entends tout à fait le tien, Madiane. Et effectivement, Foreman et Paxson ont sauvé leur peau en faisant sauter les coachs successifs, donc Hoiberg puis Boylen, jusqu'à ce qu'effectivement, même au front office des Bulls, qui était plutôt du genre pas trop regardant, on finisse par faire sauter tout ça. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, cette question, Elias, que tu viens d'amener, c'est effectivement donc la responsabilité du front office. Bon, certes, imaginons, tu fais sauter Vogel, et malgré tout, tu ne fais pas les playoffs ou tu arrives en play-in et tu te fais sortir assez tôt. Enfin bref, en tout cas, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Quel bilan on va faire des dernières années? Je pense qu'on peut parler de la période post-Kobe à peu près. C'est ça en fait. Quand t'es les Lakers, que tu as l'image des Lakers qui te permet d'attirer des joueurs, voilà, tu peux signer LeBron James en free agent. C'est quand même c'est pas donné à tout le monde, juste par ta réputation d'ailleurs, parce que LeBron James n'a pas d'attache à la base particulière avec Los Angeles. Il vient de Cleveland, voilà, tout le monde le sait. Bon, c'est lui qui choisit LA. Voilà. Pas l'inverse. Exactement. C'est LeBron James qui choisit les Lakers de par leur aura. En arrivé à la situation, on en est là, et éventuellement la situation à la fin de cette saison, c'est quand même grave. Mais c'est extrêmement grave. Alors, il y a eu le passage Magic Johnson absolument mémorable, mais on se rend compte que finalement, il gagne un titre, on va dire, pas tant sur les capacités du front office à faire du bon boulot. Ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont réussi à signer LeBron James. Ensuite, Anthony Davis dit « Je veux venir là, SVP, tradez-moi ». Il balance tous les assets de la reconstruction pendant les ères Kobe et toute cette période où il gagnait pas un match. Ils ont tout balancé. Et après, ils ont signé des petits free agents qui venaient, ring chasing, je viens aller récupérer ma petite bague. Et voilà, et ils gagnent un titre. Est-ce que le titre des Lakers est le fruit du travail du front office? Non. C'est le fruit de LeBron James qui vient, Anthony Davis qui a envie de venir et tous les joueurs qui sont intéressés. Tous les copains de LeBron derrière arrivent. Non, c'est le fruit de Clutch, quoi. c'est le fruit de Rich Paul, quoi. Non, mais vous vous rendez compte et donc, à mes yeux, ils ont quasiment pas de crédit sur les moves qu'ils ont fait. Je n'ai pas trouvé beaucoup de moves qui ont trouvé grâce à mes yeux depuis que c'est comme ça. Et même moi, c'est comme dit, ça se voyait quand ils font leur move Schroeder, Harrell, on l'a tous dit, ils augmentent le niveau de l'équipe en saison régulière, ils abaissent le niveau de l'équipe en play-off. Qu'est-ce qu'on constate? Exactement ça. Alors ok, il y a la blessure, il y a les circonstances, etc. Mais sur le constat froid au moment des signatures, c'est exactement ce qu'on dit, c'est exactement ce qui se passe. Là, pour imager d'ailleurs ce que tu dis, je te coupe un bref instant. Schroeder a été abominable lors de la série de playoffs face aux Suns et Harrell n'a pas joué. C'est aussi simple que ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir Westbrook. On dit tous, le problème, il se voit depuis la Lune. Et moi, hot take de début de saison, j'ai dit, on est parti pour une saison du même acabit que celle de Kobe avec Steve Nash. Cette saison horrible où ils sont border playoff et puis ça se finit très mal. Parce qu'ils sont border playoff toute la saison et ça se finit de manière catastrophique. Et je suis désolé, qui ça surprend encore une fois. Donc moi je suis désolé, le front office a deux intersaisons ratées où en plus
Il n'y avait pas besoin de s'appeler Einstein pour le voir venir et de voir le problème arriver. Je trouve que ça fait beaucoup. À mes yeux, ça fait énormément de choses. Alors je vais en rajouter une couche parce que tu le dis, j'ai un peu poussé pour ce sujet et c'est notamment parce qu'il y a un trade avorté qui m'est revenu en tête ces dernières semaines. C'était la fin de saison dernière. Il y avait un free agent, enfin un joueur très convoité puisqu'il était en fin de contrat qui s'appelait Kyle Lowry. Et Kyle Lowry, il était dans une rumeur. J'ai retrouvé l'article de The Athletic, donc une rumeur aux Lakers. Les Lakers auraient refusé d'inclure Talen Horton-Tucker dans un trade pour Kyle Lowry. Donc tu viens de faire un bilan de moves qui ne sont pas dus, enfin de moves positifs qui ne sont pas dus à la compétence du front office. Et là, quand on fait le bilan de ce qu'on a vu dernièrement, tout ce qui a été fait ou non fait par le front office est mauvais. Alors après, on peut quand même mettre à leur crédit, t'as dit les assets post-Kobe. Bon, les drafts sont corrects, de prendre Ingram en 2, de Lonzo en 2, récupérer Kuzma dans le trade de D'Angelo Russell et Mozgov. Bon, c'est honnête, mais ça fait quand même très très peu par rapport à justement ce dont tu bénéficies quand tu es aux Lakers, à savoir de l'aura de ton équipe, de l'aura des joueurs qui viennent chez toi. Et normalement, tu devrais être capable de faire beaucoup mieux que ça. C'est un scandale d'en arriver là. Oui, tu as une chance inouïe. Je suis désolé, c'est une chance inouïe de dire j'ai LeBron James, Anthony Davis et une feuille blanche. Parce que c'était ça. Et la capacité d'absorber un contrat max. Parce que c'est ça oui, avant l'arrivée de Westbrook. Oui, parce que, pareil, l'intersaison finalement, où du coup tu as LeBron James, Anthony Davis. Je vous rappelle ce qu'ils ont tenté de faire à la Free Agency et à mes yeux, ils auraient peut-être presque pu mieux faire. C'est qu'ils essayent d'attirer Kawhi en 3e contrat max. C'est vrai. C'est quoi? Enfin, quelle est la vision? Alors ok, ils auraient réussi, Oui, ça aurait été jackpot. Bon, ils ont quand même gagné le titre, mais moi, à mes yeux, à ce moment-là, je me souviens, je réfléchissais à leur situation, je me dis, mais en vrai, du coup, comme tu es en train d'attendre la décision de Kawhi, tu peux pas te positionner convenablement sur d'autres joueurs, et donc tu laisses passer des opportunités. Et c'est aussi ce qui s'est passé. Donc même l'intersaison où ils sont un peu moins ratés que les deux autres, parce que les deux autres, ils sont vraiment ratés, bah même à mes yeux, aller à tout prix attendre la décision de Kawhi était pas forcément non plus ultra pertinent, parce que tu te rends dépendant d'une décision unique et après, t'es vraiment coincé pour faire tes signatures. Alors qu'ils avaient vraiment une feuille blanche. À mes yeux, c'est encore une fois très étonnant. Et c'est ça, et on tombe beaucoup sur certains autres front office parce que là, ce cas Kawhi me fait un peu penser au cas des Mavs avec l'attente de Giannis qui a été un peu raté pour le mettre à côté de Luka. On parle beaucoup des erreurs, donc là, je parlais des Bulls, etc. Et c'est vrai que finalement, bon, le Pelinka et la famille Buss, ils s'en sortent plutôt bien quand même en termes d'image. Ouais, ils s'en tirent bien, mais finalement, on voit quand même que ça fait du grabuge. Enfin, ça commence. Voilà, ça commence à être un petit peu moins toléré. Et, il suffit d'observer un petit peu ce qui peut se dire des Lakers, que ce soit dans les petits ou dans les grands médias. Et en fait, c'est la manière aussi dont ils ont creusé leur tombe qui est assez impressionnante, parce que comme on l'a dit déjà tout à l'heure, on passe quand même d'une équipe qui était mais très largement contender et qui a gagné le titre il y a maintenant 2 ans, à une équipe qui était borderline play-in l'année dernière et qui cette année va peut-être rater les playoffs. Mais comme le disait Madiane, tout ça, et en fait ce qui m'embête le plus, c'est que ce soit prévisible en fait. C'est que finalement, aujourd'hui, on fait comme si on était étonné, alors que finalement, tout ça, c'était plus ou moins prévisible. Je me souviens qu'au moment de nos previews, c'est le moment aussi un peu de me lustrer, de me frotter la cafetière, mais j'avais en fait pointé 2 choses. J'avais dit que les Lakers n'auraient certainement pas l'avantage du terrain en play-off. Bon, finalement, ce sera peut-être même pas les playoffs tout court. Et j'avais aussi dit autre chose. Comment, avec cette équipe-là et l'ajout de Westbrook et finalement les joueurs qui restent à ta disposition autour, notamment en ce qui concerne le manque de shooters et de défenseurs, comment tu fais pour terminer les matchs? Et on voit que c'est totalement imagé en fait par tout leur récent 4e quart-temps, dès l'instant où c'est un petit peu crunch time et qu'il faut aller justement chercher le match. T'as pas les options, non pas forcément pour aller mettre la balle dans le panier, t'as pas les options en fait pour éviter d'en prendre. Et il est là le plus gros problème. Oui, non, mais c'est sûr que la prévisibilité, mais c'est pour ça que je dis qu'ils s'en sortent bien en termes d'image. C'est-à-dire que,
On arrivait presque à le voir venir depuis un moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vraiment, à un moment donné, il va y avoir un changement de côté Lakers? Est-ce que rater les playoffs là, cette fin de saison, ça peut suffire pour avoir un grand changement? Et qui dit grand changement au niveau du front office dit possibilité. C'est une théorie qu'on a évoquée très rapidement en off au début du podcast, mais quand même, j'ai envie d'en parler, du départ de LeBron James et de se retrouver avec des Lakers en chantier total, encore pire qu'à la sortie de Kobe. Parce que LeBron a une player option, c'est ça? Alors, j'ai pas vérifié son contrat parce qu'effectivement on l'a lancé en l'air. Je vais le vérifier, mais en tout cas, LeBron, il est souvent 1+1 en général. Il a signé, en fait, en non, arrivant. il a pas signé 2 ans du coup. Il avait signé 4 ans en arrivant, ouais. Et du coup, il a toujours un donc, contrat jusqu'en cette année et celle d'après. 2023. Ouais. Et Anthony Davis, lui, par contre, a une player option sur l'année 2024-2025, donc c'est encore loin. Okay, bon. Mais bon, ça soulève des décisions parce que vous doutez bien, par exemple, que Russell Westbrook lèvera son option à 47 millions de dollars la prochaine saison. Hein, pas folle la guêpe. Il a bien raison pour le coup. Et je l'en félicite. Bravo. Mais par exemple, on a quand même un cas, Kendrick Nunn, qui peut lever une option l'an prochain. Il n'a pas vu le terrain. On ne sait pas dans quel état il est. Vous vous rendez compte dont on se situe aussi? Ça c'est pareil. Mais tu parles aussi, tu parles aussi, Adrien, de grands chamboulements. Mais on sait que dans cette ligue, en fait, on n'est pas comme dans le football où tu peux faire en fait sauter un club ou un effectif et si en plus t'as l'aura et la manne financière pour le faire, tu fais à peu près ce que tu veux. En NBA, même si t'es les Lakers et même si voilà, tu peux te permettre certaines folies financières, on sait que ça reste cadré et que tu restes aussi dépendant de l'acceptation des autres franchises en fonction de ce que tu veux leur refourguer. Donc ça va être très compliqué parce que moi je reste encore surpris en fait de la manière dont Westbrook a pu passer du Thunder aux Rockets, puis des Rockets aux Wizards et maintenant en fait tomber aux Lakers. En fait, ça me fait encore rire bêtement parce que c'est vraiment la dernière option à laquelle j'aurais pensé en fait parmi toutes les stars qui étaient possiblement atteignables par les Lakers l'été dernier et finalement ils l'ont fait et ils l'ont fait vraiment comme si ils y croyaient en fait et c'est ça que j'arrive pas à comprendre parce que nous on est je sais pas moi, chez Dunk Hebdo, on est 6-7 pignouf à regarder la NBA quand on peut. Et enfin, c'est pas notre vie non plus. On a quand même des choses à faire à côté. On a des occupations. On est là avec notre petite observation. Et enfin, si nous on est capable de prévenir une catastrophe comme celle-ci, comment se fait-il que des gens qui sont payés pour ça ne le puissent pas? Tu vois, c'est ça qui m'embête terriblement et aujourd'hui ça me fait rire et c'est malheureux quoi. Je cite parce que du coup j'ai interpellé Ben au moment des rumeurs de trade de Russell Westbrook. Moi je disais bon, ce n'est pas possible ce type de conneries et lui il espérait une fausse information. Il me disait c'est le déni, j'espère que c'est une fausse information. Vous vous rendez compte que même nous on en était à ironiser sur le fait que voilà, on espère que c'est une fausse information qui se sont pas mis à penser réellement que c'était une bonne idée. Et encore, on est indulgent, on n'a pas encore cité le nom de Buddy Hield. Ouais. Parce que c'était l'autre possibilité à côté, et effectivement, en termes de profil par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est vrai que unanimement, les commentateurs NBA à notre petit niveau, mais même ceux qui étaient plus précis quand on regardait à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de réticences entre les deux offres. Et ça te demandait moins d'assets, Buddy Hield. En plus, effectivement, tu pouvais garder. Je pense que tu pouvais peut-être conserver un des joueurs que tu as envoyé. Ouais. Un KCP, un Kuzma. Je pense qu'ils étaient prêts à envoyer Harrell, Kuzma et un petit peu. Ouais. Et c'est pas non plus un apport incroyable, Buddy Hield. Enfin, faut pas se surhyper là-dessus. Mais en termes de shoot, ça change la vie quand même. Hein. Ça change la vie en termes de tir. Et c'est un rendement moyen d'un titulaire NBA. Mais qui t'oblige pas à casser la banque. Moyen plus, quand même. Entre les deux options, il y en a une qui est plus cohérente, à mes yeux, d'un point de vue compatibilité avec le reste de l'effectif. Alors ok, il aurait fallu trouver un porteur de balle, mais t'avais réussi à signer Rajon Rondo. Donc t'avais quand même réussi à le signer, le gars qui devait porter la balle. Donc c'était plus compatible sur le terrain. Et ça, c'était infiniment moins cher. C'est pas des joueurs, c'est pas une superstar, Buddy Hield. Mais à mes yeux, l'apport basket entre un Buddy Hield et un Russell Westbrook, c'est pour moi des titulaires OK en NBA.
mais il y en a un qui est plus compatible pour jouer avec eux et qui coûtait moins cher. Ils ne l'ont pas pris. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont voulu se mettre dans un délire à 3 stars. Il y a aussi, je pense, un effet net, exactement, c'est ce que j'allais évoquer, c'est qu'il y a aussi un effet net où tu as les Nets en face, où eux, c'est un monstre à 3 têtes, mais désolé, c'est un vrai monstre à 3 têtes. C'est à Kevin Durant, et la tête numéro 1, elle est plus jeune, elle joue plus. Une tête numéro 2, James Harden, et une tête numéro 3, Kyrie Irving. C'est la troisième, c'est une tête et demie. Hein. Ça elle peut jouer qu'à mi-temps, la troisième tête. Elle peut jouer qu'à mi-temps, mais quand elle est là, elle déconne pas, quoi. Ah, c'est violent. On l'a revu, ça fait du bien. J'ai une question. Vous êtes les Lakers, vous préférez Russell Westbrook ou Kyrie Irving à mi-temps? Je crois que je préfère Kyrie. Je pense aussi. C'est dur, hein, mais je pense aussi. On salue Pierre, évidemment. Ouais, de Westbrook, pour qui ça va pas être évident. On préfère Kyrie Irving à mi-temps. Mais vous vous rendez compte d'où on en est? Westbrook, en fait, ce qui est un peu dramatique en fait pour les Lakers actuellement, c'est que dans son transfert, t'as la symbolique en fait du all-in. C'est-à-dire que vraiment les Lakers en fait ils jettent en fait leur dernier joker, leur vraiment c'est leur dernier coup de folie dans la bataille et ils se disent qu'on va miser là-dessus pour tenter en fait un dernier run et aller à nouveau chercher un titre. Et finalement je pense pas que ça sera le cas parce que même si tu arrives à faire des ajustements, que tu arrives à faire un petit trade par-ci par-là, est-ce que tu iras chercher les Suns qui sont encore meilleurs que l'année dernière? Je parle même pas des monstres de l'autre conférence qui en plus en termes de match-up peuvent t'opposer des trucs super relous, bien qu'un peu moins peut-être talentueux que les Suns, mais ça va être très compliqué. C'est même, en fait, c'est une analogie que j'avais notée dans mes notes d'épisode. C'est un all-in avec un tirage quinte. C'est un tirage où ça a pas beaucoup de chances de réussir, mais si ça réussit, c'est incroyable. Par contre, pas beaucoup de chance et du coup, ça a raté forcément. Effectivement, je pense que le bilan est là. Bon, on leur souhaite évidemment que ça se passe un peu mieux. Je pense qu'on fera le bilan à la fin de la saison pour voir justement s'il y a chantier ou non. Si effectivement le all-in était contrôlé, peut-être qu'effectivement ils se sont dit on essaye et puis si ça marche pas, on reprendra et que chacun assumera ses responsabilités sans qu'il y ait grand chantier aux Lakers. Je pense qu'il y aura un bilan de toute façon à faire à la fin de la saison, mais on avait envie d'en parler parce que c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'il faut pas épargner non plus les Lakers et c'est quelque chose qui influence le reste de la ligue. De toute façon, le statut des Lakers influence le reste de la NBA. Donc je pense qu'on pourra refaire le monde. Il y a eu quelques questions quand même. Je vous invite aussi à réagir avec nous. Je pense que pas mal de monde aura son avis, que ce soit sur le cas du coach, sur le cas Westbrook, sur le cas du front office. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été évoquées aujourd'hui, mais on commençait à refaire des et si peut-être on avait Kyrie Irving. Quand on rentre dans la grande théorie, c'est qu'il est temps d'arriver au bout du podcast du jour. Donc je vous préviens les gars, s'ils arrivent à se sortir de là-dedans en étant meilleurs. Ah là, on fera un mea culpa. Hein. Franchement, je suis désolé, mais non, c'est pas un mea culpa, c'est quand même des conneries. Non, c'est pas ça. Moi, je crie au complot parce que pour moi, ils sont dans une impasse. Non, parce que là, c'est pas possible. Enfin, qui va pouvoir en fait récupérer Westbrook? En fait, ta seule perspective en fait d'amélioration, elle passe par le fait de malheureusement te débarrasser de Westbrook parce qu'il faut être clair. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais il devient non pas boulet, mais il devient pénalisant. Il fit pas du tout avec le reste du roster et notamment avec LeBron. Donc si les Lakers ils arrivent à trouver de je ne sais où un moyen de s'en débarrasser et encore plus de s'améliorer au point de pouvoir reprétendre au titre, là je suis désolé mais je vais commencer à raisonner comme un anti-vax. J'ai un adage depuis que j'ai rejoint Dunk Hebdo, si on ne parie pas contre LeBron James, mais là vraiment je vais avoir beaucoup de mal à le tenir. Là, ça va être très entre l'âge et la situation du roster, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué. En tout cas, on leur souhaite. Pour reprendre l'actualité chaude, il y a effectivement cette histoire des Lakers, mais aussi on approche de la trade deadline en NBA. Et on va en parler chez Dunk Hebdo. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le sondage qui a été fait. Il sera peut-être terminé à la sortie du podcast, mais en tout cas, au moins, à nous envoyer des commentaires. On va peut-être faire un space Twitter ou un live YouTube pour réagir avec vous à cette trade deadline. Je pense qu'on pourra reparler des Lakers, justement. Ça risque d'être d'un des sujets de cette soirée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre une nouvelle fois également sur les plateformes de podcast. Mettez-nous les petites étoiles, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis sur les réseaux sociaux, merci de nous avoir écoutés pendant 1 heure. Merci les gars d'avoir été là.
Et puis, on se retrouve Merci la à semaine toi. prochaine. Ça À la marche. semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Tchuss. Bye.